la leçon précédente, la leçon 22, on avait vu la régression linéaire simple et je vous ai rassuré en vous disant que ce qui va suivre, ça ne va pas être une régression complexe, mais plutôt un autre type de régression qui est en fait aussi simple que ce que nous avions vu. Donc, dans cette leçon, nous allons parler de régression linéaire multiple. Alors, d'abord, une petite introduction pour justifier et en même temps motiver l'évolution vers ce nouveau modèle et comment on peut, à partir de contraintes sur le précédent, évoluer vers ce nouveau choix. Puis, on va introduire la régression multiple, donc nouveau modèle. Et par la suite, nous allons parler de quelque chose qui est similaire à la régression multiple et que nous allons qualifier de régression polynomiale. Alors, tout d'abord, l'introduction. Dans le chapitre précédent, où on a parlé de régression linéaire simple, on a vu que l'appréciation du modèle de régression linéaire simple se fait à partir de la somme des carrés des résidus. Rappelez-vous, on avait calculé le coefficient de détermination des carrés, ou même 1 moins d carré, qui était le 1 moins d carré, qui était une variation résiduelle divisée par la variation totale des poids dans l'exemple que nous avions vu dans la leçon précédente. Et nous avions vu que on a envie d'avoir un d carré proche de 1 ou une somme de résidus très faible, et ceci nous pouvait nous réconforter pour retenir le modèle de régression linéaire simple. Le fait que cette somme est relativement grande suggère que les résidus ne représentent pas uniquement des écarts accidentels entre les observations et la droite de régression. Donc, les résidus représentaient en fait l'écart vertical, ce n'est pas une distance, mais c'est un écart vertical entre les valeurs observées et les valeurs anticipées à partir de la droite de régression. Et là, on est en train de dire que lorsque cette somme est importante, ça pourrait suggérer que l'écart entre ce qu'on obtient dans l'observation et ce qu'on pourrait obtenir dans l'anticipation à partir de la droite de régression n'est pas un écart dû au hasard, mais il pourrait être dû à quelque chose de structurel, et c'est ce que nous allons examiner ici. Alors, dans ce chapitre, on s'intéressera à deux cas, et ce sont les deux cas suivants. Le premier cas, les variations du poids sont essentiellement expliquées par l'âge, mais le lien n'est pas linéaire. Donc, le premier cas, l'âge explique essentiellement le poids, c'est-à-dire que l'évolution du poids est déterminée essentiellement par l'âge, mais la relation qu'on a adoptée, qui était sous forme d'une relation linéaire, n'était pas adaptée pour exprimer le lien existant entre l'âge et le poids. Le nuage a par exemple la forme dans les deux graphes suivants. Donc voilà un nuage de points qui va plus ou moins attirer notre attention pour nous dire qu'une relation linéaire modulo un écart accidentel n'est pas tout à fait correcte. Voilà. Donc, nous voyons ici que le nuage de points, bien qu'éparpillé, il a tendance à ne pas décrire une droite, mais plutôt quelque chose de courbé et qui a cette forme. Donc, il n'y a pas de raison de remettre en cause la relation entre l'âge et le poids, mais ce qui est remis en cause à partir de l'examen de ce nuage, c'est plutôt la relation linéaire. Alors, si on adopte pour ce deuxième nuage le modèle de régression linéaire, voilà la droite qu'on aurait trouvée en estimant sa pente et son ordonnée à l'origine par la méthode des moindres carrés. Et nous voyons que finalement, le nuage de points ne décrit pas tout à fait une droite puisqu'il a l'air de commencer à pencher vers le bas
à partir de ce niveau-là. Donc, on peut soupçonner le choix d'une relation linéaire, donc d'un modèle de régression linéaire simple. Alors, deuxième possibilité, nous avions évoqué la première qui consistait à dire que le poids est essentiellement expliqué par l'âge, mais c'est le type de relation qui n'est pas adapté et qu'il fallait le changer. La deuxième situation, l'âge à lui seul n'est pas suffisant pour expliquer ces variations et il faut introduire une autre variable explicative du genre nutrition, voire le graphe précédent. Donc, dans cette deuxième situation, contrairement à la première, on peut, à travers l'examen du nuage, par exemple, soupçonner que l'évolution du poids n'est pas expliquée uniquement par l'âge, ce qui est tout à fait logique, mais peut-être un autre facteur du type nutrition et qui pourrait, à côté du facteur âge, expliquer l'évolution du poids. Donc, nous avons un nuage de points qui est là. Ce nuage de points a tendance à être allongé dans ce sens, qui pourrait suggérer le choix d'un modèle de régression linéaire simple tel qu'on l'avait fait dans la leçon précédente, mais le fait que les points sont trop éparpillés par rapport à cette tendance linéaire va donner des résidus assez élevés, et alors il n'y a pas pour le moment une raison de croire que le lien il est essentiellement entre le poids et l'âge, mais il n'est pas linéaire, mais plutôt qu'il y a un deuxième facteur qui doit rentrer en jeu pour expliquer l'évolution du poids et à côté de l'âge, bien sûr. Donc, l'âge à lui seul n'est pas suffisant pour expliquer l'évolution du poids. Alors, voilà, on en arrive donc à la régression multiple. Supposons que pour des enfants du même âge, A, on constate des grandes différences de poids qui ne sont pas accidentelles, mais en grande part à cause d'un facteur de nutrition du type sucrerie. Donc, nous savons tous que pour des enfants du même âge, il y a certainement une différence, nous l'avions déjà vu pour adopter le modèle de régression linéaire simple, mais dans certaines situations, il se peut qu'il y ait une différence très importante. Et dans ce cas-là, on ne peut pas attribuer uniquement ces différences au hasard, mais il faut chercher une autre explication. Et là, l'explication qu'on propose, c'est le fait de consommer trop de sucreries qui pourrait rendre certains enfants, bien qu'ils ont le même âge, trop gros par rapport à d'autres. Alors, la variation du poids n'est donc pas expliquée uniquement par l'âge, mais aussi par ce facteur noté O, supposé numérique. Alors, le nouveau facteur que je vais introduire, nutrition, je le note O, mais il doit être numérique. C'est-à-dire, ça ne doit pas être une variable dont les valeurs sont catégoriques. Donc, c'est un facteur numérique, de la même façon que l'âge. On suppose qu'on a le modèle suivant. P, indice A, le poids d'un enfant d'âge A, il est égal à la même partie que le modèle précédent, C0 plus C1A, mais il y a un terme additionnel, C2 fois O, et viendra après l'écart. Donc, le nouveau dans ce modèle par rapport au précédent, c'est qu'il y a ce facteur additionnel, ce terme additionnel, qui est une constante, une troisième constante introduite à ce niveau-là, multipliée par le nouveau facteur que nous allons adopter pour expliquer les variations du poids. Ou encore, comme on l'avait fait dans le cas du modèle de régression linéaire simple, nous pouvons passer à grand P, c'est-à-dire le poids avant l'observation de cet enfant d'âge A, et qui est exprimé de la même façon, sauf que à la place de l'écart, on introduit cette nouvelle variable aléatoire qu'on a déjà introduite dans le modèle précédent, epsilon, indice A,
qui finalement donne à ce PA le caractère aléatoire, donc variable aléatoire et non pas une constante, contrairement à la situation ici. Donc, que ce soit ça ou ça, nous avons le même modèle écrit de deux façons différentes. Ici, c'est en termes de variable aléatoire, en supposant qu'on n'a pas encore observé le poids de cet enfant, mais ici, on suppose que c'est déjà chose faite et nous disposons du poids qui est exprimé ici, et au lieu de ces epsilon A, on a EA qui exprime l'écart du poids. Cette partie-là, comme dans la partie précédente, dans la leçon précédente, sera toujours vue comme étant le poids moyen d'un enfant, de tous les enfants d'âge A. Et ce E de A restera l'écart entre le poids réel d'un enfant d'âge A et le poids moyen de tous les enfants qui ont le même âge, dans bien évidemment la population d'intérêt. Donc, il faut se limiter à une certaine population à étudier. Je ne crois pas qu'on puisse étudier tous les enfants du monde avec un seul modèle. Donc, il faut spécifier la population à laquelle on s'intéresse et c'est pour cette population que nous calculons, que nous considérons ce poids moyen de tous les enfants d'âge A. Dans ce modèle, on suppose que les contributions de l'âge A et du facteur nutrition O sont additives et qu'elles sont proportionnelles chacune au facteur correspondant. Donc, d'abord, l'additivité. Qu'est-ce que ça veut dire l'additivité? Nous avions pratiquement conservé le modèle de régression linéaire simple dans lequel, avec un signe plus, nous avons rajouté un terme tenant compte de la contribution du facteur nutrition. Donc, c'est ça la raison qui fait qu'on parle d'un modèle additif. Même chose, le fait de prendre l'âge dans le modèle avec un coefficient C1 et de prendre le facteur nutrition O avec un coefficient C2, c'est que nous sommes en train de dire que les apports de ces deux facteurs en ce qui concerne l'âge sont proportionnels. Donc, sont proportionnels chacun au facteur correspondant. Donc, il y a l'additivité et chaque terme exprime la proportionnalité. On parle d'un modèle de régression linéaire multiple. Alors, voilà. Simple, il y avait une seule variable explicative. Multiple, il y en a deux à ce niveau-là, mais je crois qu'on a compris le processus. On peut penser à d'autres facteurs. Si jamais, encore une fois, même en rajoutant ce facteur, les résidus restent élevés, il faut penser à autre chose. Multiple parce qu'on a plus qu'une variable explicative. Linéaire parce qu'il y a l'additivité et il y a la proportionnalité. Donc, linéaire, c'est l'additivité et la proportionnalité, et multiple parce que nous avons deux variables explicatives et, comme je l'avais déjà dit, on pourrait avoir plus. Alors, les deux variables A, âge, et O, nutrition, sont dites explicatives, comme on avait qualifié l'âge comme variable explicative dans le modèle de régression linéaire simple. Les coefficients C0, C1, C2 sont inconnus, de la même façon que C1, C0, C1 dans le modèle de régression linéaire simple. On les estime toujours par la méthode des moindres carrés. Donc, c'est la même méthode que nous avions utilisée dans la leçon précédente qui va servir pour déterminer ces trois coefficients inconnus. Et avec ça, on déterminerait la partie linéaire du modèle et donc nous pouvons faire de la même façon que dans la leçon précédente de la prédiction. Alors, les estimations C0 chapeau, C1 chapeau, C2 chapeau de ces trois valeurs sont les valeurs de ces trois coefficients, C0, C1 et C2, pour lesquelles cette quantité-là est minimale. Alors, qu'est-ce que c'est cette quantité-là? C'est le poids d'un enfant d'âge AI moins l'anticipation, si vous voulez, la partie constante du modèle supposé, le taux élevé au carré. Donc, quand on n'avait pas ce terme-là dans le modèle précédent, ceci était l'écart entre le poids et la droite en allant verticalement, élevé au carré. Maintenant, nous n'avons pas
une droite, mais nous avons plutôt quelque chose qui varie dans le plan. Et donc, c'est l'écart entre le poids et ce qui pourrait être anticipé pour le poids à partir du modèle élevé au carré. Et alors, les valeurs solutions qui vont être ici sont les valeurs qui vont rendre cette quantité-là minimale. Et c'est pour ça qu'on parle des moindres carrés. Le carré, il est là, et le moindre, c'est parce qu'on minimise cette quantité-là. Les expressions des estimateurs sont encombrantes. Et donc, on évite de les écrire ici. Donc, ça ne sert à rien de les écrire. Je l'ai déjà dit, et je le répète encore une fois, l'essentiel pour nous, c'est de comprendre le principe et comment ça marche et comment choisir le modèle. Mais heureusement pour nous, l'informatique est aujourd'hui à notre disposition et les calculs, on peut les faire de manière rapide et facile sans trop se tracasser de formules ni de calculs. Alors, mais de la même façon que dans le modèle précédent, on peut vérifier que la somme sans le carré, la somme que nous avions cherché à minimiser tout à l'heure avec un carré, sans le carré, elle est nulle, elle est égale à 0. Et donc, si on note cette partie-là, WI chapeau, toute cette parenthèse WI chapeau, et ça je crois qu'on y est déjà habitué dans le contexte de la leçon précédente, c'est ce qu'on peut appeler le poids anticipé à partir du modèle de cet enfant avant de le peser. Cette somme-là est nulle et par suite, la moyenne des poids des enfants, n enfants dans l'échantillon, s'exprime de cette façon-là, en fonction des coefficients qu'on vient d'estimer et l'âge moyen des âges dans l'échantillon, non pas l'âge moyen des enfants du même âge, c'est ça, l'âge moyen dans l'échantillon, et la moyenne de ce facteur nutrition sur tous les enfants dans notre échantillon. Ayant appelé ceci W chapeau M, puisque c'est ce qu'on avait dit ici, on a P indice M est égal à W chapeau M. Ce qui veut dire que les poids observés réellement à partir des N enfants choisis, une fois qu'on calcule leur moyenne, c'est exactement la même chose que la moyenne des poids anticipés pour ces enfants à partir de ce modèle. Donc, c'est exactement ce qui est exprimé dans cette égalité. Alors, comme dans le chapitre précédent, le coefficient de détermination D est défini par D carré. Donc, c'est exactement la même expression, sauf que WI chapeau ici sera calculé d'une manière un petit peu différente puisqu'il y a un terme de plus qui tient compte de O. Donc, c'est exactement la même chose. C'est ce numérateur que nous avions appelé variation due à la régression et ce dénominateur que nous avions appelé variation totale, ce rapport-là, on l'appellera D carré, donc le carré de ce qu'on appelle coefficient de détermination. Et alors, ce qui est désirable pour que notre modèle soit correct, c'est que ce D carré soit le plus élevé possible. Mais comme il est entre 0 et 1, le plus élevé, c'est le plus proche possible de 1. Donc, le modèle est retenu si D carré est proche de 1, ou encore 1 moins D carré, qui est maintenant exprimé comme ça, est proche de 0. Alors, quelle est la différence entre D carré et 1 moins D carré? C'est que là, au lieu de mettre la variation due à la régression, nous avions la variation résiduelle. Et automatiquement, puisque le 1 moins D carré, nous le voulons proche de 0, nous voulons une variation résiduelle assez faible. Et si on a ça, notre modèle est correct et on peut travailler là-dedans. On peut tester des hypothèses sur les CI comme on l'a fait, on l'a proposé dans la leçon précédente. Par exemple, l'hypothèse H, qui consiste à tester C2 égale à 0, la dernière constance que nous voulons introduire, veut dire
que la contribution du facteur O dans la variation du poids est insignifiante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? J'adopte un modèle avec deux variables explicatives. Et là, je suis en train de tester que finalement, la deuxième variable que je viens d'introduire pourrait être laissée tomber. On peut s'en passer. Ça pourrait être ne pas réaliste, mais il se peut que la courbure, enfin l'éparpillement que j'ai vu, n'est pas tellement alarmant et il n'est pas nécessaire vraiment d'introduire une autre variable explicative et que finalement, bien que cette variable pourrait expliquer quelque chose, mais c'est insignifiant à côté de ce que explique l'âge. Donc, ça pourrait être une hypothèse d'intérêt. Et si jamais cette hypothèse-là est acceptée, nous revenons au modèle de régression linéaire simple parce que C2 égale à 0 veut dire que ce qu'on a rajouté dans ce contexte va être enlevé et que nous allons retrouver le modèle que nous avions déjà vu dans la leçon précédente. Alors, maintenant, ayant montré comment on peut aller vers ce modèle, rajouter une variable explicative et quelles sont les raisons, ayant montré comment on peut estimer les paramètres de ce modèle, les coefficients C0, C1, C2, ayant montré comment on peut juger ce modèle lui-même, est-ce qu'il est raisonnable avec le coefficient de détermination ou pas. Alors, si ce modèle-là est retenu, nous pouvons maintenant l'utiliser pour faire quoi? Pour faire ce qu'on appelle de la prédiction. Eh bien, c'est ce que je vais proposer tout de suite. Pour un enfant de caractéristiques AN plus 1, ON plus 1, alors je mets ici N plus 1, N plus 1 pour dire que ce n'est pas du tout un enfant que j'ai vu dans l'échantillon sur lequel je me suis basé pour estimer les paramètres du modèle. On peut prédire, donc anticiper, le poids de cet enfant par, tout simplement, W chapeau N plus 1 est égal à C0 chapeau et ainsi de suite. Donc, c'est la partie linéaire estimée du modèle et ça nous servira de prédiction pour dire que cet enfant-là, si notre modèle est bien choisi, ben, son poids ne doit pas être loin de cette valeur avant même de le peser. Et si le modèle est correct, même en le pesant, on trouvera que son véritable poids n'est pas très différent de ce que nous avions anticipé. Et donc, le modèle nous servira, si vous voulez, d'anticiper, mais à quelles conditions que je vais tout de suite énumérer. On peut montrer que plus ce couple, l'âge et la quantité de nutrition attribuée à ce nouveau enfant d'âge AN plus 1, plus ce couple-là est loin du couple moyen. Là, AM, c'est l'âge moyen des enfants dans l'échantillon. OM, c'est la moyenne du facteur nutrition pour les enfants dans l'échantillon. Alors, plus ce couple est loin de ce couple, plus cette prédiction est mauvaise. C'est normal. Comme je l'avais déjà dit dans la leçon précédente, si je travaille dans un spectre d'âge entre 0 et 3 ans, par exemple, c'est ce que j'avais fait dans la leçon précédente, et si j'utilise des enfants dans ce spectre pour estimer les coefficients du modèle, je ne vais pas utiliser ce modèle pour anticiper le poids d'un enfant de 13 ans. C'est irréaliste. Pour anticiper le poids d'un enfant de 13 ans, il faut aller chercher un modèle dans cette zone. Donc, utiliser les enfants dans cette zone-là pour estimer les paramètres du modèle. Mais comme moi, j'ai utilisé les enfants entre 0 et 3 ans, je ne pourrais pas utiliser ce modèle-là pour anticiper le poids d'un enfant qui a un âge de 13 ans, qui est très loin de cette tranche d'âge 0-3 ans. Alors, remarque, l'introduction d'une troisième variable explicative peut être nécessaire pour réduire davantage la variance résiduelle. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que notre point de départ, c'était un modèle de régression linéaire simple. On peut constater que la variance résiduelle est très élevée. Ou bien, on n'est même pas obligé d'aller vers un modèle de régression linéaire simple. On peut tout simplement regarder le nuage de points et dire qu'un modèle de régression linéaire simple n'allait pas être approprié. Pensez à introduire un autre facteur, mais ça, ce n'est pas de manière fortuite. Il faudrait s'y connaître dans le domaine.
Donc, quand j'ai parlé d'un facteur sucrerie, je crois qu'on n'a aucun mal à comprendre que ça a de l'influence sur le poids. Maintenant, même avec l'introduction de ce nouveau facteur, on peut quand même rester avec un coefficient de détermination loin de 1. Donc, une variance résiduelle assez importante. Et dans ce cas-là, on peut penser à un autre facteur. Par exemple, bien qu'il n'est pas approprié ici, puisque moi je tiens à ce que pour le moment on se limite à des facteurs numériques et non pas catégoriques. Mais il est raisonnable, et ce ne sera pas dans notre capacité de le faire ici, il est raisonnable de penser par exemple à un autre facteur génétique. Le poids, il y a une part héréditaire dans nos poids. Donc on peut développer le modèle davantage à chaque fois qu'on voit que c'est nécessaire. Alors, mais on n'a pas intérêt à encombrer le modèle par des variables explicatives qui ont peu d'influence sur le poids. Donc, il ne faut pas croire que pour finalement avoir un modèle correct, il faut mettre le paquet et mettre le maximum de variables qu'on peut soupçonner ayant un effet explicatif du poids. Ce n'est pas du tout une bonne chose et on va voir pourquoi tout de suite. Là, j'arrive donc à une situation qui n'est pas très différente de l'autre. C'est ce qu'on appelle une régression polynomiale. Vous allez voir que ça pourrait avoir de l'intérêt, ça pourrait apparaître comme un modèle différent de ce que j'ai vu tout à l'heure. Mais on va voir comment on peut l'adapter et que finalement, on aura pratiquement le même modèle. On a déjà dit que la variation du poids peut être essentiellement expliquée par l'âge. Mais le lien n'est pas linéaire. On peut tenter le modèle suivant. Voilà le nouveau modèle que nous allons introduire. Nous allons, encore une fois, considérer P indice A, le poids d'un enfant d'âge A, prendre la partie que nous avions déjà vue dans le modèle de régression linéaire simple, rajouter un terme supplémentaire, c'est bien celui-là, comme on l'a fait dans la partie précédente. Et nous allons donc, P de A est égal à C0 plus C1A plus C2A carré plus EA, l'écart entre le poids réel de cet enfant et le poids moyen de tous les enfants d'âge A. Quelle est la différence entre ce modèle et celui que nous venons de voir, qui était modèle de régression multiple? C'est que, à la place du O, on a un A carré. Donc, le facteur que nous avions appelé facteur nutrition dans la partie précédente, il est remplacé ici tout simplement par le carré de l'âge. Pourquoi penser au carré? Tout simplement parce qu'on peut, à partir du nuage de points, voir que le nuage de points, au lieu d'être allongé dans le sens d'une droite, il a plus ou moins la forme d'un croissant. Et donc, ce n'est pas du tout une équation linéaire qui va exprimer essentiellement la relation entre le poids et l'âge, mais plutôt une courbe vraiment courbée. Et c'est pour ça qu'on pense adopter un modèle de ce genre. Donc, à ce niveau-là, on estime qu'on n'a pas besoin d'un deuxième facteur explicatif, mais il suffit de modifier le type de relation existante entre l'âge et le poids. Donc, aller vers un lien curviligne, si on peut l'appeler ainsi, ou aussi polynomial. Dans ce modèle, qui est dit modèle de régression polynomiale, l'espérance du grand P de A, le poids de l'enfant d'âge A avant de le mesurer, qui est le poids moyen, cette espérance est le poids moyen de tous les enfants d'âge A dans la population. Ceci est une fonction polynomiale de degré 2 de A. Donc, au lieu que ce soit une fonction linéaire, c'est une fonction polynomiale de degré 2 de A. Donc, on va jusqu'au carré dans cette fonction polynomiale. Adopter ce modèle, c'est tout simplement supposer que cette espérance mathématique est égale à ça, parce que l'espérance mathématique de epsilon de A, c'est 0. Alors, pour calculer le coefficient de détermination, on utilise les mêmes expressions correspondantes dans le modèle de régression multiple avec OI remplacé par AI carré, puisque après tout,
les deux modèles se ressemblent. La seule différence, c'est que dans le modèle de régression multiple, il y avait un OI, et dans le modèle de régression polynomiale, il y a un AI carré. Donc, tout se passe comme si on a OI remplacé par AI carré, donc on reprend les mêmes expressions dans le modèle précédent en substituant à OI les AI carrés. C'est la seule différence entre les deux modèles. Voilà, donc la droite de régression qu'on peut adopter en fermant les yeux sur la forme de courbe qu'on a ici, et on voit qu'elle n'est pas bien adaptée parce qu'il y a beaucoup plus de points de ce côté-là que de ce côté-ci, et au milieu, il y a beaucoup plus de points au-dessus de la courbe qu'au-dessous de la courbe. De la droite, pardon. Mais si je veux chercher plutôt une polynomiale de degré 2 qui épouse la forme de ce nuage de points, c'est celle-ci que je trouverai. Voilà la polynomiale de degré 2 adaptée à ce nuage de points. Bon, je crois que bien qu'il y ait une différence, la différence n'est pas très très nette. Effectivement, c'est une polynomiale qu'il faut adopter, mais il y a des situations où la polynomiale est très très différente de la droite. Et dans ce cas-là, il est essentiel de l'adopter. Et même si on veut tester que le coefficient, comme on va le voir après, du carré est nul, comme je l'ai fait dans le OI avant, j'avais testé C2 égale à 0. Je peux encore tester C2 égale à 0 pour dire que finalement, je me tracassais pour rien et que je n'ai pas une véritable polynomiale. Une droite peut me suffire. Donc, je peux tester C2 égale à 0. Dans ces situations, il y a peut-être des chances que l'hypothèse C2 égale à 0 soit acceptée. Mais dans d'autres situations où la courbe est nettement différente de la droite, même si on teste C2 égale à 0, l'hypothèse sera rejetée. Alors, on peut estimer les coefficients C1, C0, C1, C2, comme tout à l'heure. Tester des hypothèses sur les CI. Par exemple, C2 égale à 0. Pour dire que la partie AI carré n'existe pas dans le modèle. Et prédire le poids d'un enfant d'âge à n plus 1 en adaptant les expressions correspondantes dans le modèle à deux variables explicatives. Donc, tout ce que j'ai fait dans le modèle à deux variables explicatives, donc le modèle de régression linéaire multiple, je ne le referai pas ici, c'est une adaptation. D'ailleurs, il y a même des logiciels qui ne traitent que le cas multiple et non pas polynomial, et c'est à nous, quand on fait entrer les données, au lieu de faire entrer une deuxième variable OI, on la remplace par tout simplement les carrés des AI, et on demande une régression linéaire multiple, et en fait, ce qu'on obtient, c'est une régression linéaire polynomiale, puisque les deux modèles se ressemblent à une petite nuance près. Alors, dans ce dernier cas, le poids anticipé à partir de courbes de régression estimées c'est cette forme. C'est exactement la même forme que tout à l'heure, sauf que dans le cas précédent, on avait ici O indice n plus 1, alors que là, c'est A n plus 1 au carré. C'est ce que j'ai expliqué à maintes reprises. Alors, l'hypothèse H, qui consiste à tester CI égale à 0, veut dire que le modèle, ça doit être C2 et non pas CI. C2 égale à 0, je l'ai déjà dit, veut dire que le modèle est celui d'une régression linéaire simple. Donc, si cette hypothèse-là, avec 2 ici, c'est-à-dire ce coefficient sans le chapeau, le coefficient d'origine, s'il est nul, c'est que nous pouvons enlever ce terme du modèle, conserver le reste, et nous tombons sur un modèle de régression linéaire simple. Donc, en général, si cette hypothèse-là est vraie, en estimant ces deux chapeaux, la valeur estimative que nous allons trouver va être très proche de 0. Donc, les choses sont liées, la partie test et la partie estimation. Donc, si cette hypothèse-là devait être retenue, en principe, dans la partie estimation, on doit trouver un C chapeau 2 qui est très, très proche de 0. Et donc, à partir de là, on a déjà une suggestion pour nous dire que ce n'est pas la peine de trop se tracasser par rapport à
cette partie quadratique additive, supplémentaire, il suffit de vous limiter à une partie linéaire. Mais, si vous voulez, quand on opte pour ce genre de modèle, c'est parce que les données, déjà, à l'œil nu, nous disent que ce n'est pas du tout un modèle linéaire qui va être approprié, mais c'est plutôt un modèle curviligne ou polynomial. Alors, remarque, si, par exemple, l'allure de la courbe dégagée par le nuage des points signale la présence d'un point d'inflexion, alors, ça veut dire qu'il n'y a pas une convexité ou une concavité uniforme. Il y a un changement de convexité. Il y a un point d'inflexion. Mathématiquement, on peut dire qu'une polynomiale de degré 2 n'est pas suffisante pour réduire la variation résiduelle. Donc, déjà, bien que le nuage de points présente une certaine courbure, si en plus de la courbure, il y a un point d'inflexion, c'est-à-dire qu'il y a une courbure dans un sens, puis après on change de sens, donc il y a un changement dans la convexité de la courbe, une polynomiale de degré 2 ne va pas être suffisante. Il va falloir aller au moins vers une polynomiale de degré 3. Donc rajouter, au lieu de AI carré, rajouter un AI cube aussi pour finalement bien définir le modèle. Alors, dans tout ce qui concerne l'estimation des paramètres et donc la prédiction, on suppose que les observations sont indépendantes et de même variance, comme dans la leçon précédente. Nos observations, les poids, sont indépendantes et ils ont la même variance. Ils n'ont pas à avoir la même moyenne parce que la moyenne, c'est vraiment la partie constante dans le modèle qui varie d'un enfant à l'autre. Mais ils ont la même variance et elles sont en plus indépendantes. Alors, pour tester des hypothèses, on suppose en plus qu'elles sont normales. Donc, pour tester des hypothèses sur les paramètres, genre C2 égale à 0, c'est-à-dire le modèle est linéaire, on suppose que nos données ont la distribution normale. Donc, en plus de l'indépendance et de la même variance, on suppose qu'elles sont normales. Alors, le choix d'un modèle adéquat est basé d'abord sur l'examen du nuage de points. Donc, première des choses, dessiner les points dans un plan et regarder comment ils sont disposés dans ce plan et qu'est-ce qu'ils nous suggèrent. Et éventuellement, une idée sur les variables explicatives les plus influentes. Pour expliquer le poids, il y a énormément de variables qui peuvent rentrer en jeu pour expliquer l'évolution de ce poids. Mais ce n'est pas la peine de nous intéresser à toutes les variables sur le même pied d'égalité. Il faut sélectionner les plus importantes, les plus influentes. Et bien qu'on a la conviction que certaines variables peuvent avoir de l'influence sur le poids, leur influence peut être négligeable par rapport à d'autres variables. Et ce qui est important, c'est de retenir celles qui sont les plus influentes. Alors, le choix judicieux du modèle est la tâche la plus importante, car aujourd'hui, il y a une multitude de logiciels qui permettent de faire les calculs les plus complexes. Donc, à partir de ces deux leçons qui se complètent, nous voyons que notre tâche, ce n'est pas une tâche de calcul, c'est une tâche du choix du modèle de manière intelligente, de telle sorte que le modèle soit le mieux adapté à nos données. Une fois ce choix est fait, le reste est simple. Il suffit d'aller s'installer devant un ordinateur, chercher un logiciel de statistique et dans le menu, vous cliquez sur le modèle que vous avez choisi et il faut espérer que vous l'avez bien choisi et vous verrez qu'il y aura énormément de calculs que vous ne pourrez même pas faire à la main, qui seront à votre disposition. Et donc, ça vous épargne une tâche ingrate. Donc, votre travail, c'est la partie intelligente. C'est la partie choisir le meilleur modèle pour finalement analyser vos données. Donc, je crois que
l'essentiel a été dit ici. Et j'espère que nous sommes arrivés à finalement orienter un petit peu les gens pour voir que le plus important en statistique, c'est le choix du modèle et non pas les calculs. Donc, bien que les choses se présentent de manière simple et claire, il doit y avoir certainement des questions et probablement aussi un désir d'avoir un exercice ou deux pour se tester, pour voir ce qu'on a compris. Alors pour cela, je vous demande tout simplement de vous référer au site web Uninatuno et pour y accéder, il suffit de cliquer sur Mednetu et merci.